Écoutez, merci beaucoup d'être présent en si grand nombre. C'est vraiment très apprécié. Je tiens à rappeler que la conférence d'aujourd'hui, bien sûr, est en collaboration avec l'IBIS, mais également avec le département de biochimie, microbiologie et bioinformatique et également le groupe de recherche en écologie RUCAL. Alors, je suis pas mal certain que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez peut-être déjà googlé Frédéric et puis voir ce qu'elle fait, mais bon, vous le faites présentement. Mais je vais quand même vous la présenter brièvement. Donc, elle a fait des études en biologie moléculaire à l'Université de Grenoble. Puis par la suite, elle a fait un doctorat à l'Université de Lyon, où elle a travaillé sur la régulation du virus Epstein-Barr. Donc, c'est une virologiste. Puis, par la suite, elle me disait ça hier soir, elle m'a pris une année carrément sabbatique, pack-sac, partie pour le tour du monde. Une année plus tard, heureusement pour nous, puis peut-être pour elle aussi, elle est revenue à la science. Puis elle a fait un stage postdoctoral à l'Institut Gustave Roussy en France, où elle a continué à travailler sur le virus Epstein-Barr. Puis elle a fait un move, elle a fait changer de sujet, elle est allée faire un postdoc en parasitologie à l'Institut français de recherche sur la mer, Et quelques temps, immédiatement, presque après le début de son postdoc, elle a été embauchée comme chercheur en biologie, où elle a commencé à étudier l'émergence des pathogènes dans la nature. C'est là qu'elle a commencé à s'intéresser au modèle des vidéos qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle était biologiste, mais pendant qu'elle était embauchée par l'IFRAMER, elle a quand même fait un stage de quelques années à l'Institut Pasteur, chez Didier Mazel, où elle travaillait sur la plasticité du génome de Vibrio, mais elle était toujours à l'IFRAMER, mais elle était à l'Institut Pasteur. Puis elle a tellement aimé ça qu'après ça, elle est venue aux États-Unis, au Harvard Medical School, pour travailler sur la génétique des Vibrios avec Matt Walder. Et puis, donc de 2010 à 2023, elle a dirigé une équipe en génomique des vibrios à la station Roscoff, qui est un institut qui est lié au CNRS à l'Université Sorbonne. Donc, bien sûr, elle a publié tout ça. Elle a été subventionnée par l'ANR pendant plusieurs années, c'est indiqué là. Mais en 2020, en coup, elle obtient une subvention de l'IAS, du Conseil européen de recherche, ERC Advanced, donc 2,5 millions d'euros pour 5 ans, pour 500 000 euros pendant 5 ans. Wow. Et là, pendant ce temps-là, l'Université de Montréal commence à la courtiser pour voir si ça pourrait pas venir au Québec. Et ça s'est concrétisé récemment. Donc, elle a commencé en septembre à l'Université de Montréal. Et donc, elle n'a pas encore fait toutes les 4 saisons qu'on a au Québec, mais elle n'est pas arrivée les mains vides parce qu'elle a dû, bien sûr, abandonner sa subvention européenne, mais elle a obtenu une prestigieuse chaire d'excellence en recherche du Canada, une subvention de 8 millions de dollars, 1 million par année pendant 7 ans. On va saluer. La chaire porte sur l'éco-évocatie des microbes dans la nature et c'est entre autres le sujet de la conférence. Frédéric, merci d'être avec nous. Merci. Sylvain, ça marche le micro? Oui. Merci pour ton invitation. C'est un vrai plaisir de te rencontrer enfin en personne après plusieurs années et d'être ici à Québec. Donc, effectivement, je suis en train de me promener et de rencontrer les gens et de découvrir votre super pays. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui a été initié donc effectivement par mon équipe à la station biologique de Roscoff dans le cadre de ce fameux projet ERC et se poursuit aujourd'hui avec donc ces personnes que je viens de recruter. Et je tiens à dire tout de suite que effectivement, forte de cette chaire d'excellence, je recherche des étudiants, des postdocs pour compléter l'équipe dès maintenant. Alors, aujourd'hui, ma présentation va être divisée en 3 parties. Je vais essayer de vous résumer ce qui est publié. Je vais plutôt essayer de vous présenter ce qui n'est pas publié, ce qui est en cours donc, au laboratoire. On va parler de time series, donc de population naturelle de vibrio et de phages dans l'environnement et d'études de la coévolution en temps réel et dans des vraies conditions. On va parler de virus sur lequel je m'intéresse beaucoup en ce moment, qui s'appellent les schizotéquadrovirus. Je les appellerai les schizos parce que c'est trop compliqué, qui sont des virus particuliers à large spectre. Et puis, je vous présenterai les perspectives de travail sur un nouveau satellite de phage qu'on a découvert récemment, PICMI, dans le cadre d'un postdoc qui vient de commencer au labo. Alors, cette histoire, en fait, commence par cet article de Damien Piel qui a été publié en 2022, où nous nous sommes intéressés à un vibrio pathogène d'huître qui s'appelle Vibrio crassostrée
que nous avons échantillonné dans une ferme ostréicole donc en Bretagne. Nous avons effectué un échantillonnage de l'eau et d'huîtres pendant 5 mois, tous les 2 jours sur le terrain. Nous avons isolé une collection de vibrio, donc pathogènes d'huîtres, Vibrio crassostréé, et avec chacune de ces souches, environ 200, on est allé rechercher des phages donc, dans cet environnement. On en a isolé beaucoup, environ 300. Et puis, eh bien, nous avons dans un premier temps séquencé les génomes de ces vibrios. Ici, je vous montre une corps génome phylogénique que nous avons réalisée. Et nous avons observé que la plupart en fait, des membres de cette espèce se regroupaient sous forme de clades que j'appelle V1, V2, V8 ici. Les phages, on les a regardés en microscopie électronique. Hein, ils appartiennent tous au morphotype des codovirales, donc phages double brin, ADN double brin, que nous avons par la suite séquencés, classés par des systèmes de clusterisation type viridique en famille, genre et espèces. Nous avons regardé le spectre d'hôtes de ces phages et nous avons observé une très forte modularité de ce réseau où, en fait, chaque genre de phage est capable de se répliquer uniquement dans des vibrios qui appartiennent à un clade au sein de l'espèce. Comme vous voyez ici, le SIFO turquoise est capable de se répliquer. Donc, dès que c'est coloré, c'est de la réplication. Hein. Quand c'est blanc, ça veut dire que le virus ne se réplique pas. Et on a une extrême modularité, en fait, de ce réseau d'infection qui démontre une grande spécificité des vibriophages que nous avions isolés. On a par la suite montré que cette modularité dans le réseau d'infection était liée à l'absorption, la première barrière d'infection par les phages, où nous avions donc ces fameux phages qui étaient capables de s'absorber uniquement aux vibrios au sein de leur clade respectif, et donc probablement le récepteur était clade spécifique. Mais si vous regardez au sein des modules, on a effectivement, ici, on a montré que ce phage était capable de s'absorber à toutes les souches de ce module, mais on n'avait pas automatiquement réplication. Et ça, c'est lié en fait à la deuxième barrière d'infection par rapport à ces phages. Une fois que l'ADN est injecté dans les cellules, qui provient de mécanismes intracellulaires, qui chez les vibrios sont en général transformés par des éléments génétiques mobiles, et qui code pour un certain nombre de défenses systèmes. Dans ce papier, on a montré que le phage était capable de s'adapter à ces systèmes de défense, soit par des mécanismes épigénétiques, modification de l'ADN, soit par des mutations, soit en exprimant des facteurs de contre-défense. Alors, notre résultat intéressant de ce papier, c'est que nous avons montré une adaptation locale des phages. Comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a comparé des combinaisons de phages isolés au même endroit, dans la même ferme, ici à Brest, avec des phages ou des vibrios qui ont été isolés plus loin, à Sylt, en fait, où on n'a pas de ferme ostréicole, mais on a des huîtres sauvages. Et on a montré que les combinaisons Saint-Patrick, c'est-à-dire isolés au même endroit, phages et vibrios isolés au même endroit, ici et là, en fait, étaient plus infectieuses que les combinaisons allopatriques, ce qui, en fait, nous permettait de supposer qu'il y avait une adaptation locale, une coévolution phage-vibrio au sein de cet environnement. Sauf que quand on a regardé la population, la génétique structure de ces vibrios et de ces clades, on s'est rendu compte que finalement, les vibrios, les clades de vibrios et les genres de phages qu'on rencontrait à Brest étaient complètement différents de ceux qu'on isolait à Sylt. Donc, en fait, ce signal d'adaptation locale était lié au fait que, de toute façon, on était en train de comparer des choses qui n'étaient même pas, qui ne s'absorbaient même pas. Donc, puisque, voilà, c'était vraiment des clades et des genres différents. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est là-dessus que commence le projet ERC, je me suis dit, pour aller vraiment étudier la dynamique et coévolutive et les mécanismes de coévolution, en particulier de défense antiphage, on doit zoomer sur ce module d'absorption. On doit avoir essentiellement des vibrios au sein d'un clade et des phages au sein d'un genre. Et il nous en faut beaucoup si on veut faire des analyses de type GWAS. Alors, on est donc reparti sur le terrain en 2021. Nous avons réeffectué une nouvelle time série. Alors, cette fois-ci, on a échantillonné beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'huîtres. Et pendant cette fois-ci uniquement 2 mois et demi, puisqu'on savait exactement quand est-ce que notre pathogène d'huître en fait émergeait au moment des mortalités d'huîtres, on a isolé encore une fois tous les 2 jours de l'eau des huîtres et on a préparé donc ce qu'on appelle des viromes. On a floculé les virus de l'eau, on les a concentrés
grâce au chlorure de fer. Et puis, pour ce qui est des huîtres, on a prélevé du plasma d'huître, le sang d'huître. Donc, pour 100 huîtres, on a tout poulé. Chose différente aussi, on a utilisé notre collection qu'on avait séquencée de Vibrio crassostré ici, comme proie. Donc, on avait 150 souches. Et chacune de ces souches a été mise en contact sur une boîte de pétri contre un mélange de 10 microlitres de virus d'eau et 10 microlitres de virus de plasma d'huître. Et on a ainsi compté, en fait, la prédation souche spécifique à chaque date. Vous voyez à peu près le même nom. Alors, c'était un pari parce que, comme on avait vu qu'on avait une adaptation locale, on n'était pas du tout sûr de retrouver des phages qui infectaient ces vibrios d'archives. Il fallait peut-être finalement isoler des vibrios contemporains pour avoir des phages contemporains. En fait, pas du tout, ça a même mieux marché que tout. Là, je vous montre ici le signal qu'on a obtenu, c'est le nombre de plaques qu'on obtenait par plaque, par plate. On a compté donc ces PFU et on voit que si on utilise les souches du clade V1 ici, on arrive à sentir la présence de phages dans le milieu, finalement pratiquement en abondance et pratiquement à toutes les dates. D'accord. Alors que si on utilise cette fois des vibrios qui appartiennent au clade V2 jusqu'à V8, on arrive à sentir la présence de phages, mais plutôt de blooms éphémères de phages au niveau de ces time series. Ce qui est intéressant, c'est qu'on détecte finalement, si on estime que ces phages sont indicateurs de la présence de leur hôte, eh bien, on voit qu'on a des clades qui co-occurrent à peu près à la même date, alors qu'on a des clades qui arrivent un peu plus tardivement. Et c'est exactement ce qu'on a obtenu en fait comme résultat en 2014. On avait des clades qui arrivaient en juillet, V2, V4, et des clades qui arrivaient au mois d'août, donc pour ce qui est de V8. Alors, on a sélectionné les combinaisons de cet échantillonnage qui nous donnaient au moins 10 PFU, donc de dates et de souches. Et on a cette fois analysé la prédation entre l'huître et le plasma d'huître et l'eau. C'est-à-dire qu'on a fait deux boîtes, une boîte avec 10 microlitres de virome d'eau ou 10 microlitres de plasma d'huître. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même abondance de phages dans 10 microlitres d'huître que dans 10 microlitres d'eau concentrée 1000 fois. Donc, il y a beaucoup de phages dans le plasma d'huître. Ce qu'on observe aussi, c'est que les fameux phages qu'on isole grâce aux souches V1 sont présents en abondance à toutes les dates dans l'eau et dans les huîtres. Alors que ceux qu'on voit bloomer, donc ceux qui sont donc abondants de manière éphémère, qui sont isolés à partir de V2 jusqu'à V8, eh bien, on les voit essentiellement dans les huîtres. Alors, quelle est la différence en fait entre ces vibrios de gauche et ces vibrios de droite? Les vibrios du clade V1 sont caractérisés par un génome beaucoup plus petit. Ils n'ont pas de plasmide et en particulier, ils n'ont pas le plasmide de virulence qui est associé à la pathogénicité chez les huîtres et ils contiennent très peu de défense, de systèmes de défense qui sont, eux, portés par les éléments génétiques mobiles. Alors que ceux qu'on isole, ici, les phages, donc, qu'on isole à partir de l'hémolymphe essentiellement, du plasma d'huître, eh bien, on les obtient à partir de vibrios à gros génome, des vibrios virulents, donc potentiellement dans l'huître, c'est eux qui tuent les huîtres, et qui contiennent plein de systèmes de défense. Alors, on a finalement isolé une plaque de chaque morphotype dans chaque combinaison à chaque date, ce qui nous a permis d'isoler plus de 1200 phages. Parmi eux, on en a séquencé 1044 au jour d'aujourd'hui, qu'on a analysé par, encore une fois, le clustering de type viridique. Et on a réussi ainsi à faire des paquets, des groupes de familles, de genres ou d'espèces de phages que je vous montre ici. De la même façon, on a séquencé, on a réisolé de la même time série environ 500 vibrios qu'on a séquencés. Je vous montre ici une phylogénie et une comparaison des annivalues entre tous ces extraits. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce résultat. C'est que quand on regarde ce qu'on a isolé 4 ans après avec nos souches, eh bien, on tombe majoritairement sur les mêmes genres, voire les mêmes espèces de phages. De la même façon, quand on regarde ce qu'on a isolé comme vibrio, 70% des souches isolées de vibrio crassostréé correspondent au même clade. Donc, on a clairement, dans ce milieu marin breton, où il y a de la marée, où il y a d'énormes variations et d'énormes variations de l'environnement, on a une certaine stabilité du modèle, du système,
puisqu'on a les mêmes interactions et donc, du coup, potentiellement, les mêmes modules pour aller explorer les systèmes de défense et d'antidéfense. Alors, la suite de ce projet, et ça va être le projet en fait de thèse, un début du projet de thèse de Dario, qui va nous venir d'Équateur, j'espère, au 1er août. Il disposera de viromes d'ADN que nous avons préparés soit d'un pool de 100 huîtres, soit à partir de fractions de viromes d'eau aux 35 dates pour aller détecter en digital PCR chaque clade de vibrio et chaque espèce ou genre de phage, de façon à démontrer si l'abondance du phage et de vibrio est positivement corrélée, négativement corrélée dans cette dynamique dans le temps. Et puis, nous avons aussi échantillonné individuellement pour chaque date 18 que nous allons aussi analyser pour ce qui est de la distribution, donc de l'abondance de chaque clade, chaque phage, et afin de voir si finalement, est-ce que ces clades au sein de l'espèce sont partionnés entre les différentes huîtres, c'est-à-dire on a clade 1 dans un sens, clade 2, etc. Est-ce qu'ils peuvent être co-occurrents ou est-ce qu'ils sont complètement exclusifs? Ce qui va nous donner des informations sur l'écologie, en fait, de ces clades au sein de l'espèce. Alors, quelque chose qu'on a abordé avec notre collection en collaboration avec Charles Bernard, donc, qui est un postdoc dans l'équipe de Eduardo Rocha à l'Institut Pasteur, c'est l'analyse de matrices d'infection, mais cette fois, on zoome au sein des modules. Et ce qui nous a demandé encore plus de boulot, c'est qu'on n'effectue plus les matrices avec une seule quantité de phages, où on a une matrice binaire, ça infecte pas, mais on le fait d'une manière quantitative, c'est-à-dire qu'on dépose des dilutions de phages et on classe le phénotype cette souche, elle donne une forte réplication, c'est-à-dire qu'on a besoin de très, très peu de phages pour avoir des plaques. Moderate replication, donc voilà, on a besoin de beaucoup de phages pour avoir des plaques. On a des phénotypes de type le phage s'absorbe mais ne se réplique pas. C'est souvent des zones en fait turbides à haute concentration de phages. Et puis, on a des phénotypes de type résistant. On met plein de phages et on n'a absolument rien qui se passe. On n'a pas de plage de lyse. Donc, quand on fait ce genre de manip, et voilà par exemple ce que ça donne au sein du module 1, le fameux clade V1, pour lequel on n'a pas beaucoup de vibrio, mais beaucoup de phages, puisque c'était le clade le plus sensible. On observe sur ces données qu'on arrive à regrouper les phages en généralistes. On appelle une nestedness dans la matrice, une espèce d'emboîtage, où, voilà, ici, où on arrive à reconnaître donc des phages qui sont généralistes, c'est-à-dire qu'ils infectent une grande partie des vibrios, ou spécialistes. Et on a même l'impression que les spécialistes sont un petit peu plus virulents que les généralistes, mais ça reste à confirmer. Et on trouve des généralistes qui ne sont pas folichons en termes de virulence. Alors, ils sont en train de travailler sur voilà, ces histoires de nestedness versus modularité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est qu'ils sont en train de proposer des scénarios évolutifs à partir de ces matrices, où ici, vous avez un vibrio qui était sensible aux phages à l'époque, qui a acquis ici, pour cette lignée, en fait, un îlot génétique qui code pour un système de défense abortive infection et restriction ici, et qui est devenu du coup résistant, disons adsorb, not replicate. Et puis vous avez cette lignée aussi qui a perdu en fait le récepteur, enfin en tout cas qui a échangé le récepteur qui confère la sensibilité par un autre récepteur qui est devenu complètement résistant, c'est-à-dire que là, on n'a plus d'adsorption. Et par la suite, au sein de cette population, certaines souches ont perdu l'élément de défense. Et puis, il a aussi réussi à nous repérer une lignée dans laquelle, finalement, on a un statut d'infection modérée par l'acquisition d'un système d'abortive infection de type 5. Donc, il arrive comme ça, avec des souches contemporaines, à nous proposer un scénario évolutif que maintenant, nous, en fait, au laboratoire, on va valider. Et ça, c'est le projet de Martin, qui est professionnel de recherche dans l'équipe et qui va nous faire tous les knockouts et les délétions pour valider ce scénario. Et il va le faire module par module pour essayer de valider ces hypothèses. Alors, un projet que je vais commencer incessamment sous peu, ils vont essayer de me dresser module par module un catalogue de tous les gènes accessoires de nos phages. Lesquels catalogues, et ça va être financé par Ivado, donc un financement que je viens d'obtenir, qui va me permettre de faire des plasmides synthétiques
donc de ne pas avoir à cloner ces éléments à la main au laboratoire. Comme il y en a à peu près, on en chiffre probablement environ 500, on va pouvoir synthétiser, comme fait Rotem Sorek, on va synthétiser nos plasmides, on ne va pas faire de clonage, et on va tester en fait ces éléments accessoires contre tous les systèmes de défense qu'on a caractérisés dans notre collection de Vibrio, grâce à Defense Finder au Padlock. On va combiner donc à chaque fois ce gène accessoire avec notre élément de défense et on va voir si on arrive à screener ainsi des systèmes d'antidéfense. Alors, on ne va pas faire tout contre tout. Les bioinformaticiens vont quand même nous aider un peu par des combinaisons de ce qui infecte, le phage infectieux qui infecte tel hôte qui a tel système de défense. On devrait réussir un petit peu à réduire le nombre de gènes qu'on va tester. Donc, pour résumer sur cette partie, en fait, cette première partie, on avait observé préalablement que Vibrio crassostré, en fait, le réseau de phage, d'infection de phage chez Vibrio crassostré était très modulaire en raison de cette nécessité de match entre des clades de Vibrio et des genres de phage. Donc, c'est quand même une modularité qui est très liée aussi à la structure au sein de cette espèce. On a, en zoomant en fait sur ces modules, on arrive à voir cette fois-ci non plus de la modularité, mais de la nestedness, ce qui en fait sous-entend une dynamique coévolutive de type course aux armements. Et par donc, la technique de GWAS, on commence à proposer des scénarios qu'on va valider au niveau génétique. Et bien sûr, l'objectif de tout ce projet, c'est par l'identification des systèmes de défense, les matrices quantitatives et l'identification des gènes accessoires chez les phages, de lister des potentiels nouveaux gènes d'antidéfense chez nos 1200 phages. Alors, deuxième partie de mon projet, c'est un projet qui traite donc des fameux schizovirus. En fait, je vous ai dit que la plupart de nos vibriophages étaient extrêmement spécifiques. C'est vrai pour tout ce qu'on a séquencé, sauf un que vous voyez ici, qui a une grosse tête, qui est capable d'infecter, au contraire, plutôt les vibrios crassostrés plus diversifiés, donc que ceux qui sont regroupés en clades. Alors, quand on a regardé au microscopie, donc il a effectivement une capside très grosse et il ressemble beaucoup à un autre phage qui avait été isolé de chez les Vibrio, qui s'appelait KVP40, qui a été séquencé, un des premiers T4 à avoir été séquencé, et qui présente aussi un large spectre, qui infecte Vibrio cholerae, pareilmolytique. Bon, c'est intéressant. On a blasté la séquence de ce phage dans les banques de données. On en a trouvé plein d'autres que vous voyez ici. Le fameux KVP40, il est là, isolé de différents vibrios. Et avec en fait le corps génome, on a aligné le corps génome de ces phages. On a dessiné des amorces conservées et on est allé à la pêche aux phages dans notre time series de 2021. Et on en a trouvé 17 nouveaux qui présentaient la même morphologie, en fait, large capside. On a séquencé les génomes de ces virus. Donc, ils sont représentés ici dans 2 genres et 3 espèces, B, C, D. Vous voyez de où ils ont été isolés dans l'arbre de Vibrio crassostré. Et vous voyez aussi qu'en général, les espèces qui permettent de les isoler, c'est les espèces les plus génétiquement diverses. Donc, quand on regarde ces génomes, ils sont vraiment super intéressants. Grosse tête, eh bien, grosse tête va avec large génome, puisqu'en fait, ici, vous avez nos 1200 phages, la taille des génomes de nos 1200 phages, et vous avez en rouge ici nos fameux 18 schizos séquencés, donc avec des tailles de l'ordre de 250 kb. Qui dit gros génome dit plus grand nombre de gènes aussi. Et quelque chose de très intéressant qui m'excite beaucoup, c'est la présence de tRNA, mais au moins 25 tRNA dans ces génomes. Il y a eu pas mal de papiers dans l'ancien temps sur la présence des tRNA chez les phages par rapport au biais de codon, par rapport à la rapidité de réplication, le fait qu'effectivement on les trouve souvent chez des gros phages. Et donc voilà. Mais les choses sont en train de changer. Alors quand on regarde la notation, alors là je vous présente la notation d'un seul génome, ces schizos en fait, ils sont très proches du T4, mais beaucoup plus gros. Et donc on est capable d'annoter grâce au T4 assez finement
tout ce qui est des gènes codants pour la structure des particules, la réplication, l'expression, la lise. Et on a trouvé un certain nombre de systèmes de défense, enfin, je dirais d'antidéfense dans le cas des phages, comme des systèmes de restriction-modification, anti-restriction protéine RD, DNDC. Quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est un système de déazoguanine dérivative, bref, modification du G qui empêche la dégradation, la digestion par des enzymes de restriction. On a trouvé un anti-Cébas, qui est un système de défense, un anti-Théoris. Et cette histoire de tRNA, pourquoi elle m'interpelle? Parce qu'il y a de plus en plus de papiers qui définissent le rôle des tRNA comme étant un rôle dans la défense des phages, dans la contre-défense. Et puis, bien sûr, on a encore beaucoup de choses à trouver, puisqu'on a une grande majorité de gènes de ce gros phage qui codent pour des protéines inconnues. Alors, on avait un phage qui était large spectre. On est allé regarder en fait le spectre d'hôtes de toute notre collection de phages. Vous avez ici la phylogénie de notre collection de phages, qu'on a testé contre nos 157 souches de Vibrio carcostréés. Vous avez ici la classification en fait de leur virulence. Et on a observé que dans l'ensemble, ces phages présentaient un large spectre. Ils sont encore une fois capables d'infecter les différents clades, plutôt d'ailleurs les souches plus diversifiées, sauf encore cette histoire de V1 qui, lui, par contre, complètement, ne sort que des souches résistantes. On avait quelque chose d'un petit peu particulier ici pour cette lignée-là, K567, 566, et on reviendra dessus après. Alors, cette histoire de large spectre, il est encore plus évident quand on compare, alors, quand on essaye de regarder le spectre d'hôtes de notre 6E35, qui est notre prototype initial de ce phage, et qu'on regarde son infectiosité contre des souches d'autres espèces, ici Crassostrea, Cyclide, Tasma, Splendidus, Breogani, et on avait des collections de représentants de ces espèces, isolées soit en Bretagne, donc là où aussi dans la même ferme que 6E35, soit en Allemagne ou aux États-Unis. Et on remarque que finalement, le phage, il a tendance à infecter mieux les souches, cette fois allopatriques, que sympatriques. Et ça nous laisse penser que les vibrios de Bretagne, où on a isolé ce phage, ont vu le loup. Ils ont développé des systèmes de défense contre ce phage. Ce n'est pas le cas avec des souches. Donc, c'est potentiellement assez intéressant pour l'application éventuellement de ce phage. C'était intéressant. On a travaillé un petit peu sur la biologie de ces phages et on savait que le récepteur en fait du phage KVP, c'était OMCA. Donc, on a voulu déjà évaluer si OMCA était nécessaire à l'infection par 6E35. La réponse est oui. Vous avez ici absence d'infection chez le mutant et restauration par la complémentation. Ce qui est intéressant, c'est que ce fameux OMCA, il est extrêmement conservé au sein des vibrios, donc ce qui peut expliquer le large spectre en fait de ces phages, puisque le récepteur est conservé et largement distribué, sauf chez ce fameux clade V1 qui sort du lot puisqu'il n'a pas de protéines OMCA. Et ce qui peut expliquer, bien évidemment, pourquoi toutes nos souches V1 en fait sont résistantes à ce phage. Alors, on a regardé cette dépendance en fait à OMCA avec tous les phages de la collection. C'est ce que je vous représente ici. Et tous nos phages, sauf 2, ont besoin de OMCA pour infecter la cellule, donc, le récepteur. Donc, sauf 2, que vous voyez ici. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ah oui, et puis ça pouvait aussi expliquer, encore une fois, le fait que le spectre d'hôtes de ces 2 phages était plus restreint. Ils n'avaient pas le même récepteur. Donc, on a recherché ce récepteur. On a isolé des mutants spontanés en culture sur boîte de pétri. On a confirmé que c'était des résistants et qu'ils n'absorbaient pas. Et puis, on les a séquencés. On a comparé leur génome avec le génome de la souche ancestrale sensible. Et en fait, la plupart des hits qu'on a obtenus sont sur le gène codant la maltoporine, LAMB, qui est le récepteur du phage lambda, ou un récepteur de ce gène codant la maltoporine. On a ensuite validé donc génétiquement que le LAMB était bien en fait le récepteur, délétion qui annule l'infection, complémentation qui restaure l'infection. Alors,
quand on regarde la distribution de lambda, on comprend au moins partiellement cette histoire de plus large spectre de ces deux phages, puisqu'en fait, lambda est 100% identique dans uniquement 40% des souches et absent, encore une fois, des souches du clade V1. Donc, cette histoire de récepteur explique le spectre plus restreint de ces deux phages. Alors, là, on arrive dans le bizarre. Et je pense que c'est vraiment bien que je sois venue rencontrer les pros des phages parce que quand on a commencé à regarder les paramètres d'infection, là, on commence à avoir des grosses difficultés et on est un peu perdu dans les interprétations. Euh, D'abord, on a fait des absorptions essais. Alors, on fait comme un peu comme tout le monde, hein. On infecte notre vibrio avec notre phage à hémoïde très faible, hein. Et puis, à différentes delta T, on ajoute du chloroforme en centrifuge et on quantifie les phages libres dans le surnageant. Et puis ça, c'est vraiment ce qu'on obtient d'habitude avec nos autres phages à 0 minute. Donc, vous avez la quantification du phage dans le surnageant qui chute parce que le phage s'absorbe, donc il n'y en a plus dans le surnageant. Voilà. Et puis, si on attend 30-45 minutes, on revoit des plaques apparaître parce que finalement, la protégénie a été libérée et peut infecter secondairement les vibrios qui sont présents. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a vu avec, grosso modo, nos autres phages. Et voilà ce qu'on obtient avec nos phages schizo. Ici, vous avez deux phages qui s'absorbent sur OMPK et deux phages qui s'absorbent sur l'OMB. Et on voit que l'absorption est extrêmement rapide. Alors ici, j'ai mis la dynamique avec le premier point à 5 minutes, mais on a refait les manips de 1 minute et on voit que l'absorption, elle est quasi immédiate. Dès la première minute, on a une absorption. Et on a une absorption, finalement, il faut attendre la nuit avant qu'on voit quelque chose dans le surnageant. Donc, on a quelque chose qui s'absorbe, mais on ne voit jamais de progénie produite, en fait. Donc, on s'est demandé, mais pourquoi c'est l'absorption immédiate et on ne voit pas la lyse. Bon, pour ces 4 phages, on a essayé de faire de la mesure de temps de latence et de mesure de burst. Alors, technique simplifiée, hein, on laisse absorber nos phages du coup pendant 2 minutes, c'est 1 à 2 minutes à hémoïde très faible. On centrifuge, on récupère ce pellet donc, qu'on met dans 5 ml de fraîche média et tous les delta T 10 minutes, là, on va mesurer les particules libres dans l'environnement. Et voilà ce qu'on obtient, encore une fois, avec nos œdophages, hein. En général, on a plusieurs phases de croissance parce qu'en fait, il y a des multiples infections qui se passent. Et voilà ce qu'on obtient avec nos phages bizarres. Quand on calcule le burst size, on est entre même 0,2 à 8. On est très rarement, on a déjà les résultats qui ne sont pas reproductibles. On n'a jamais dépassé les 10 en burst size. On est plutôt de l'ordre du 2 en quantité de particules produites. Ici, je vous montre le prototype 6E35A qui infecte sa souche d'origine, la souche à partir de laquelle on l'a isolée, et qui infecte une autre souche qui est commune en fait au K567. Et quand on regarde ça, on voit que déjà, il faut attendre 60 minutes et non 15 minutes pour avoir une petite augmentation et qu'après, ça décroît. On ne détecte plus rien dans le milieu. Pareil, dans une autre souche, on a cette augmentation et puis cette décroissance. Alors, le cas 567, c'est encore pire. On n'arrive même pas à voir l'augmentation en fait, des phages dans notre milieu. Si cette fois, on se place à MOI 01 et qu'on regarde en time-lapse l'infection, voilà ce qu'on obtient pour le 6E35 sur sa souche, sur la souche 6E. Donc, on voit des pops, on voit des lises, mais on voit aussi que finalement, le vibrio, il pousse en même temps. Et sur la souche K567, on voit même pas de pop, ou très, très peu de pop. On voit pas le truc lisé. Donc, on a de la production à la fin de phage. On est capable de faire du high titer, enfin du high titer. On ne dépasse jamais les 10 puissance 8 PFU par ml en high titer. Donc, on ne peut pas faire de manip à MOI 10 en faisant high titer parce qu'on n'a jamais la quantité de phage qu'il faut. Mais voilà, on fait du MOI1, on regarde par microscopie et on sait qu'on a de production du phage, on sait que c'est un phage virulent, mais il n'est pas glorieux. Un autre manip qu'on a fait,
c'est qu'on a testé, du coup, là, on regarde la densité bactérienne avec différentes MOI des phages. Alors, ces deux-là, ils infectent OMPK, par OMPK. Ces deux-là infectent par lambda. On teste MOI 1, 0,1, pas de phage. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, on a des temps assez courts. Et là, ça m'a interpellée parce que effectivement, on n'a pas de drop comme ça du phage. Ça pousse pas. Pour les deux phages qui utilisent OMPK, ça pousse pas. Et puis, après quelques heures, on sait que les résistants émergent. Donc, ça ne meurt pas, ça ne produit pas beaucoup. Et pourtant, on sait que ces cellules, elles sont résistantes. Donc, il se passe quelque chose. Et puis, alors, quand on regarde l'autre, là, le K567, sur lequel on ne voit même pas de lise en time-lapse, ça donne un truc comme ça qui me laissait penser à des phénomènes de lysis inhibition. On a une augmentation, puis une baisse donc de la densité bactérienne. Encore plus bizarre, et donc oui, alors je passe sur la lysis inhibition simplement pour vous quand même signaler qu'on a identifié dans les génomes de ces phages, de tous les gènes qui codent pour l'endolysine, la spanine, la oline parfaitement grâce à T4, et on a identifié quand même des antiolines potentielles qui seraient impliquées dans ce phénomène de lysis inhibition, plus le fameux, des fameux régulateurs, la R2A, R2B, qui ont été identifiés chez T4. Et donc, le dernier résultat bizarre que je ne comprends toujours pas non plus, là, j'ai voulu faire des manips de coévolution avec le phage, donc un schizo. Et donc, pour ce faire, en fait, j'avais trois types de manips. J'incubais mon phage au début à MOI 1, à MOI 0,1 et à MOI 0,01. Je mettais tout ça dans un tube, je laissais pousser 24 heures. Au bout de 24 heures, je prenais 1% de ma culture que je mettais dans un fresh média, donc un transfert, et je laissais pousser 24 heures. Ceci pendant 10 jours. Et j'ai suivi du coup toutes les 24 heures à chaque transfert, je suis ma densité bactérienne. Je vois que mes bactéries se sentent très bien. Entre parenthèses, dès 2 jours, finalement, j'ai 10 sur 10 bactéries qui sont résistantes à mon phage. Et je vois que mes phages se sentent très bien aussi et continuent en fait à se répliquer alors que bon, j'ai continue, malgré que le fait que je transfère, donc j'ai que 1%, j'ai de nouveau une augmentation du phage dans ma culture. C'est comme s'il y avait, mon copain Sylvain Gandon m'a dit, c'est pas possible que ça soit de la coévolution. Là, ce que tu as, c'est de la coexistence pour lui. Bon, reste à savoir pourquoi. Donc, pour résumer, il y a un truc qu'on sait, c'est que les schizos ont un large spectre parce et qu'ils absorbent très rapidement sur un récepteur très conservé, ce qui explique d'ailleurs leur large spectre. Il semble que ce large spectre coïncide avec une plus faible virulence, petit burst, qui en fait marche complètement avec l'hypothèse du coût du généralisme, hein, la théorie du coût du généralisme. Un lignée distincte a émergé en changeant de récepteur, mais en termes de dynamique infectieuse, ça n'a pas l'air plus brillant, donc, malgré ce changement. Et ce que j'ai vraiment envie, et là-dessus, c'est là-dessus que je veux recruter des gens, c'est d'utiliser ces schizos pour explorer un certain nombre de questions, qui est les questions d'évolution des T4 à large génome, de cette histoire de tRNA acquisition, est-ce que c'est des systèmes d'antidéfense, d'accumulation dans ces gros génomes de systèmes d'antidéfense, et puis tout ce qui peut expliquer ce que je perçois comme étant en fait une grande hétérogénéité au sein de ma culture bactérienne. Donc, que ça soit du lysis inhibition, de la pseudo-lysogénie ou n'importe quoi qui peut expliquer cette coexistence. Et pour ce faire, il faut absolument qu'on développe le single cell infection, que ce soit en digital PCR ou que ce soit en microscopie, en marquant des phages, en marquant les vibrios, en essayant de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe au niveau de ces populations. Et donc, pour terminer, donc la dernière partie que je voulais aborder, c'était l'origine de ces mécanismes de défense intracellulaire. On a montré donc dans le papier avec Fatima, donc Martin Poltz, et le papier de Damien, que la majorité des défenses intracellulaires étaient portées par des éléments génétiques mobiles. Et en fait, on observe que la sensibilité aux phages est inversement corrélée à la taille des génomes. Plus le génome est petit, plus c'est sensible. Donc, ce n'est pas inversement, c'est corrélé.
Plus le génome est petit, plus le vibrio est sensible. Et ça, c'est parce que donc, on a identifié les systèmes de défense dans des éléments génétiques mobiles qui sont des prophages, des plasmides, et on avait un grand nombre d'îlots génomiques bordés par des intégrases dont on ne savait pas comment ils se mobilisaient. Et une partie de la réponse peut être l'existence de ces fameux phages satellites qui sont extrêmement abondants dans le milieu marin, qui sont en fait des parasites de phages. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que ces éléments? Ce sont des éléments qui sont intégrés dans le génome et qui, suite à l'activation par un phage qu'on appelle helper, vont s'exciser du génome, vont éventuellement remodeler la capside du génome, le squatter, la capside du phage, le squatter et utiliser cette particule pour aller transférer l'élément dans une autre cellule, donc faire de la transduction. Et alors, quand on a, bon voilà, on étudiait nos génomes, en fait, quand on a commencé cette étude, en fait, il y avait très très peu de phages satellites qui étaient décrits au niveau moléculaire. C'était d'ailleurs les phages P4, Piqui et dérivés qui étaient finalement induits par des phages tempérés. Et le seul phage qui était induit par un phage, le seul satellite qui était induit par un phage virulent a été découvert chez Vibrio cholerae uniquement, qui s'appelle le PLE, mais c'est vraiment un système de défense antiphage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il squatte la capside du phage ICP1 de Vibrio cholerae, eh bien, il n'y a plus du tout de production de virus. D'ailleurs, ce système est très connu, c'est le système développé par Kinseed, parce que le phage, lui, s'est débrouillé pour avoir un CRISPR qui bousille en fait ce satellite pour arriver en fait à coévoluer le système. Donc, on a décrit, et je vais le résumer ici, un nouveau élément, donc chez les vibrios, qui est largement répandu chez les espèces de vibrios, qu'on a appelé PICMI pour Phage Inductible Chromosomal Minimalist Island. En fait, on l'a identifié par séquençage de particules. On s'est rendu compte qu'on avait des particules qui contenaient un autre contigue. On avait le contigue qui correspondait au phage, un autre contigue qui correspondait à un élément de 6 Kb, donc 6 gènes tout petits. Par nanopore, après, on a démontré qu'en fait, cet élément remplissait la capside en octamère, donc il remplissait la capside. C'est pour ça qu'en microscopie, on ne voyait pas de petites particules et de grosses particules, parce que en fait, il rentre, il donne la taille du génome du phage grâce à cette concatémérisation. On l'a trouvé chez pas mal de vibrios, y compris cholerae, Parahemolyticus vulnificus, donc des pathogènes humains. Il est donc induit par un phage virulent. Il n'interfère pas avec son phage. En fait, il parasite que 10% des capsides. Donc, il n'interfère pas vraiment avec son phage virulent. Donc, absolument aucun effet. Il ne remodèle pas la capside, comme je vous l'ai dit. Il n'en a pas besoin puisqu'il remplit la capside sous forme de concatémère. Par contre, il interfère avec d'autres phages. En fait, il code pour très très peu de gènes accessoires. Et parmi ces gènes accessoires, on a trouvé le gène UP2, là, qui était potentiellement un gène de défense. Comment est-ce qu'on a démontré que c'était un système de défense? Eh bien, nous avons transféré ce gène dans une collection de vibrios dont on avait au moins un phage infectieux. Ici, je vous montre les combinaisons. Quand c'est noir, ça veut dire que la combinaison, que le phage est capable de se réexpliquer dans cette hôte. Et quand c'est rouge, ça veut dire que UP2 réduit l'infection par le phage. On a trouvé qu'il y avait 9% de combinaisons qui étaient affectées par ce gène de défense, enfin, d'antidéfense. Et de manière intéressante, la majorité des phages qui sont affectés par ce système de défense appartiennent à la même famille que le phage helper. Et ça, j'aime bien montrer cette figure parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui travaillent sur la défense et l'antidéfense, ils travaillent avec Coli, ils travaillent avec T4, T-SAT et ils font de la mécanistique. Je pense que c'est important à un moment aussi de revenir au contexte génétique dans lequel l'élément de défense et l'élément d'antidéfense ont été isolés parce que ça montre en fait le poids de la coévolution. Ici, l'élément UP2, il est extrêmement spécifique de certains phages. Il y a un contexte en fait écologique de cette interaction. Ici, l'idée étant de nuire aux phages qui potentiellement sont les cousins en fait du helper. D'accord? Donc là, je présente en fait le projet de Manon qui vient d'arriver au laboratoire et on a commencé à collaborer avec quelqu'un d'ici, Anthony Vincent, pour la partie bioinformatique sur ce sujet.
Manon va s'intéresser au cycle de vie de ce PICMI. Elle va d'abord essayer de comprendre comment le phage helper induit l'excision de cet élément. On sait que la première étape est l'expression de gènes précoces, dont ALPA, qui est un régulateur, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas trop comment, on pense qu'il fait partie de l'excision, et la primase ici en rouge, qui, elle, joue un rôle dans la réplication. Et alors, coup de chance, grâce à notre time série de 2021, on a allé chercher des phages contre ce vibrio. On a trouvé de nouveaux phages très, très proches du phage helper, mais des mauvais helpers. Donc, on peut faire de la génomique comparative entre les bons helpers et les mauvais helpers. On en a trouvé un particulièrement chouette, puisqu'il n'a que 2 SNP de différence avec le bon helper. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cloner le gène, les 2 allèles, et puis on va regarder si le mauvais helper devient un bon helper. J'espère que ça va marcher. Ensuite, Manon va s'intéresser à l'excision. Alors là, on va peut-être travailler quand même chez Escherichia coli avec des protéines purifiées. On va faire des manips d'interaction, de la biochimie pour essayer de comprendre l'excision et l'intégration de cet élément. On va aussi développer des études sur la réplication, mais surtout le packaging. On ne sait pas du tout comment cet élément rentre dans la capside. Et puis, on va s'intéresser d'une manière générale à l'interférence avec les autres phages, et les mécanismes donc antiphages codés par tous ces éléments génétiques mobiles. Voilà, donc pour résumer, mon programme de recherche donc, à l'UDEM, bah, en fait, il est basé sur des études de terrain, des suivis de la dynamique des vibrios, de l'abondance des vibrios, des phages ou de l'évolution des vibrios et phages dans un temps réel, qui est celui de l'échantillonnage en série, très court. Nous nous intéressons à l'impact de cette coévolution sur le spectre d'hôtes. Est-ce que cette évolution maintient la spécificité d'hôtes, c'est-à-dire qu'un phage va évaluer pour infecter la bactérie verte, mais va perdre la capacité à infecter la bactérie bleue? Ou est-ce qu'on peut avoir des phages qui vont, dans cette coévolution, élargir leur spectre d'hôtes? Et puis, grâce à mon positionnement dans le département de microbio et mes collègues Yves Brun, Sven, etc., qui sont des super microscopistes, on va aborder ce que j'appellerais la physiopathologie de mes bactéries, parce que moi, j'aime bien décrire les maladies. Et j'aimerais bien comprendre les différentes façons dont les phages tuent, altèrent la fitness, causent une maladie à mes vibrios. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que l'abortive infection? Qu'est-ce que c'est que la dormance? Qu'est-ce que c'est qu'une lise rapide, une lise longue? Et puis, je pense que vous avoir convaincu qu'avec les schizos au moins, voire d'autres phages, on avait la possibilité d'aller regarder des phénomènes bizarres, comme une certaine forme de latence des virus par rapport à leur hôte, même si c'est des virus virulents, qui a un sens en termes d'écologie, parce que je pense que dans la mer, les virus, ils ne voient pas automatiquement leur hôte facilement, et qu'ils doivent avoir développé des stratégies pour s'économiser en attendant que leur hôte passe par là. Voilà, en gros. Merci.